Bonjour et bienvenue à un autre Discussion Friday podcast. Aujourd'hui, on va parler des théories de complot ou des investigations des théories de complot. Selon le dictionnaire Webster, la définition d'une personne qui fait des théories de complot, c'est une personne qui explique sa théorie d'un événement ou d'une situation d'après le résultat d'un plan secret de personnes qui sont en pouvoir ou certains groupes spécifiques. Donc, pour être appelé une personne qui fait de la théorie de complot, ça doit être inclus dans cette définition-là un groupe de personnes qui ont beaucoup de pouvoir et un événement qui est causé ou contrôlé par le même groupe. Un bon exemple d'une théorie de complot, c'est l'assassinat de John F. Kennedy. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appeler une théorie de complot. Et c'est là depuis tellement longtemps. Et je ne veux pas aller très très en détail là-dessus parce que ça prendrait probablement une grande journée juste pour ça. Mais si vous demandez à qui que ce soit, quoi que ce soit au sujet de l'assassinat de JFK, boom! Le gouvernement a tué John F. Kennedy parce qu'il voulait exposer qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le Deep State. Il voulait enlever, fermer ou se débarrasser de la Federal Reserve aux États-Unis où l'argent est contrôlé. Et à cause de ça, ils ont envoyé cette personne-là, du nom de Oswald, pour tuer JFK. Et il y avait même d'autres tireurs qui étaient inclus dans ça, des tireurs secrets, ou au cas où Oswald ne serait pas capable de le tuer, etc., etc. Et vous pourriez rester ici pendant des journées entières et je pourrais continuer de parler de celle-là, juste de cette théorie-là même. Mais bon, on va arrêter ici. On avance dans quelques décennies et après, on voit Donald Trump qui devient le président des États-Unis. À un moment donné, il décide de faire sortir une partie des écrits, des investigations du FBI au sujet de l'assassinat de John F. Kennedy. Et on a trouvé dans ces investigations-là, et on a pu lire que le FBI, peut-être que ça a été pas vraiment très bien fait l'investigation, mais il y a une chose qui est ressortie de ça. On a la confirmation de qu'est-ce que plusieurs personnes savaient déjà. Il y avait plus qu'un tireur. Tom, tom, tom. Donc, ça veut dire que c'était tout vrai, que ceux-là qui font les théories de complot avaient raison depuis le début. Il y a le Deep State qui a vraiment tué. Wow. Pas trop vite. Ça ne veut pas dire parce qu'il y avait plus qu'un tireur que nécessairement toutes les autres parties de la théorie sont vraies. Il faudrait avoir une autre investigation là-dessus, c'est certain. Mais tu vois, avec les Kardashians, on essaye de distraire les gens le plus possible. Le Deep State veut empêcher la vérité de sortir. Ce dernier petit bout ici, c'est juste un petit peu de temps dans l'esprit de quelqu'un qui fait des théories de complot. Et vous pouvez en rire, vous pouvez l'ignorer, mais une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de dire que ces gens-là ne sont pas curieux. Au contraire. Et ça fait mal un peu de voir ça.
Parce que la curiosité, c'est quelque chose qui est super important. Donc, euh, comment est-ce que c'est, quand est-ce que c'est qu'on va dire ou qu'on va tracer une ligne pour dire, OK, cette personne-là est curieuse, et c'est quand cette personne-là, une personne curieuse, devient une personne qui va faire des théories de complot. Bon, on va commencer par se demander quelques questions, parce que, bon, de demander des questions, c'est une chose naturelle, dans la communication. Donc, et c'est aussi un élément important pour les enseignants, que les enseignants ont à leur disposition. Donc, pourquoi est-ce que la curiosité, c'est aussi important? Bon, je vais vous donner peut-être 4 raisons ici. La première raison, ça rend l'esprit actif. Les personnes qui sont curieux vont demander des questions, vont chercher des réponses dans leur tête et le cerveau est toujours actif. Et comme le cerveau, c'est comme un muscle, il devient de plus en plus fort avec des exercices continuels. Donc l'exercice mental qui est causé par la curiosité fait que ton esprit est de plus en plus fort. Raison numéro 2, ça rend l'esprit de la personne plus à même à voir les nouvelles idées ou à comprendre les nouvelles idées. Quand vous êtes curieux au sujet de quelque chose, le cerveau s'attend et anticipe les nouvelles idées qui vont se mettre avec ça. Quand il y a ces idées-là qui arrivent, vous êtes plus à même de les reconnaître. Sans la curiosité, les idées pourraient passer juste en face de vous et personne ne les voit. Et parce que l'esprit n'est pas prêt à les reconnaître. Imagine combien de grandes idées sont jamais sorties et sont à tout jamais perdues à cause d'un manque de curiosité. Troisième point, ça ouvre des possibilités et à voir de nouveaux mondes. En étant curieux, ça vous permet de voir le monde de différentes façons, voir de nouveaux mondes, des nouvelles possibilités qui ne seraient pas normalement visibles parce que c'est caché en arrière de la surface de la vie normale. Et ça prend un esprit curieux pour regarder en dessous de cette surface-là pour découvrir ces nouveaux mondes-là ou ces nouvelles possibilités-là. Le quatrième point ici, quatrième et dernier point en fait, ça amène un peu ça amène un peu comment je pourrais dire, ça met un peu de sel dans la vie, donc ça rend la vie un peu plus excitante. Pourquoi? Parce que la personne qui est curieux, il a généralement une vie qui est beaucoup moins ennuyante. C'est pas ennuyant, il n'y a pas de routine. Il y a toujours une nouvelle idée qui va attirer l'attention. Il y a toujours un nouveau jouet à jouer avec. Au lieu d'être complètement ennuyé, il n'y a rien qui se passe. C'est plate. Les personnes qui sont curieuses ont une vie beaucoup plus aventureuse. Ah, la vie aventureuse. La vie est drôlement faite. Hein? Il y a toujours un petit quelque chose, un petit tour ici, un petit twist là. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Une balle qui arrive sur le côté. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Curveball, comme une balle courbe, comme on joue au baseball. Et au moment où ce que tu t'y attends le moins en plus. Les choses arrivent alors que tu t'y attends pas vraiment. Et tu n'as pas vraiment d'explication pour ça. Et c'est totalement en dehors de ton contrôle. La vie n'est pas parfaite.
Mais c'est ce qui la rend super belle. Et je pense que si la vie était parfaite, euh, on trouverait ça vraiment pas intéressant. Ce serait toujours la même chose. On se retournerait de bord, on essayerait toutes sortes de drogues. Wow, attends. On fait déjà ça. Ah, ben, c'est pas le point. Il y a pas tellement longtemps, les, les personnes qui faisaient des théories de complot étaient soit que les personnes complètement embarquaient dans ça, ou on les ridiculisait. Et soit que ça rendait les personnes un peu plus éveillées à différentes choses, ou ça les faisait rire, dépendamment de comment est-ce que tu pouvais voir ces fameuses idées-là. Aujourd'hui, c'est considéré dangereux d'avoir des théories de complot. Et c'est considéré dangereux surtout par certaines compagnies, par le gouvernement, et de plus en plus de personnes considèrent ça dangereux. Pourquoi? Bon, il y a un article qui est sorti dans le New York Times, et je vais vous lire le premier paragraphe et quelques points dans l'article. En passant, l'article a été écrit le 5 décembre 2016. Et je vais traduire ici parce que c'est en anglais. Monsieur Edgar M. Welch, un homme de 28 ans avec 2 enfants qui vient de Salisbury, en Caroline du Nord, a récemment lu en ligne que Comet Ping Pong, une pizzeria dans le nord-ouest de Washington, gardait des enfants pour l'exploitation sexuelle. Et que ça fait partie d'un abus d'enfants, okay, qui était contrôlé ou dirigé par Hillary Clinton. Monsieur Welch, qui semble être très affecté par cette situation-là, a conduit 6 heures un dimanche pour se rendre à la pizzeria Comet Ping Pong pour voir la situation par lui-même, selon les documents de la cour. Pas longtemps après être arrivé à la pizzeria, la police dit, il a tiré avec son AR-15, un fusil d'assaut, et la police l'a arrêté. Ils ont trouvé un fusil et un arme de poing dans le restaurant. Personne n'a été blessé. Fin de la citation. Bon, ok, je vais utiliser un mot ici, Pizzagate. Juste utiliser ce mot-là pourrait me causer des petits problèmes en ligne, mais j'ai besoin d'utiliser ce mot-là pour expliquer comment ces théories-là peuvent devenir dangereuses. Donc, le Pizzagate, qu'est-ce que c'est réellement? C'est ce qui a commencé toute cette histoire-là. Et de ce que je viens de lire dans le paragraphe de ce monsieur-là, monsieur Walsh, qui a été à la pizzeria. Tout ça a commencé à cause qu'ils auraient trouvé supposément des mots d'un code et dans les emails de Mme Clinton, qui a été publié, qui a été rendu public par Wikileaks. Donc Wikileaks a rendu public des emails personnels de Hillary Clinton. Il y a des gens qui étaient contre Clinton, qui voulaient regarder, voulaient trouver quelque chose dans les emails pour envoyer Mme Clinton en prison ou la faire
au moins paraître tellement pour une mauvaise personne qu'elle perdrait ses élections. Et on a fait ça, on devait faire ça à tout prix. Donc ils ont, selon eux, trouvé un certain mot code qui liait les Clinton à ce groupe-là qui abuse des enfants. Tout ça qui arrive dans un sous-sol d'une pizzeria. Ici, vous avez tous les éléments nécessaires pour avoir une théorie de complot. Une situation négative, un plan secret qui est fait par une personne en pouvoir ou avec beaucoup de pouvoir. Et c'est tout ce que vous avez besoin pour faire commencer cette histoire-là. Maintenant, il y a plus qu'un petit problème ici. Premièrement, les emails, les courriels étaient regardés, étaient scrutés de façon à trouver quelque chose à l'intérieur de ça, n'importe quoi, qui pourrait causer des problèmes à Clinton. Et ça a aussi mis en cause une pizzeria où les abus se passaient dans le sous-sol. Mais il n'y en avait pas de sous-sol. Et c'est ça qui est la chose aussi. Mais ça, c'est pas un problème pour quelqu'un qui a un esprit de conspirateur ou de théoriste. Ils ont juste trouvé une façon de cacher l'entrée. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas découvert. Ça doit être ça, pas vrai? De toute façon, M. Welch s'est rendu à la pizzeria et avec l'intention de sauver ces enfants-là de l'abus qu'ils devaient avoir. Et merci pour peu importe qu'est-ce que vous croyez, quel Dieu vous croyez ou pas. Heureusement, personne n'a été blessé, ou a été tué en tout cas. Personne n'a été tué pour sûr. Donc, il y a un terme aussi qu'on utilise en anglais, comme on dit fake news. Ces choses-là, ça devient dangereux. Et c'est là qu'est le problème. Mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui demandent des questions ou qui sont curieux, c'est des théoristes du complot? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que d'avoir une opinion controversée, qui n'est pas vraiment approuvée par la masse, est-ce que ça fait de ces personnes-là des théoristes de complot? Absolument pas. Rappelle-toi la définition. Ça doit inclure la croyance qu'il y a un groupe qui se cache et qui font des choses généralement pas correctes pour qu'on puisse l'appeler une théorie de complot. Donc imagine la situation. Si, au lieu d'essayer de mettre Clinton dans le pétrin d'une façon ou d'une autre, imagine si les personnes qui ont trouvé les preuves qu'ils croyaient avoir trouvées, les journalistes d'investigation, si au lieu d'avoir juste essayé de faire une petite publicité pour montrer comment est-ce que c'est qu'ils étaient bons, eux, si au lieu de faire ça, ils avaient fait quelque chose comme le projet Veritas, qu'ils ont fait une investigation sur Google et Facebook. Juste cette histoire-là de projet Veritas, ça pourrait faire partie d'un autre podcast complet. C'est vraiment une situation assez complexe ici. Mais avec tout ça, je suis certain que la situation, si les personnes avaient fait vraiment une investigation complète, je suis certain qu'on aurait eu un résultat complètement différent. Ce pauvre monsieur-là qui allait là pour aider les pauvres enfants qui croyaient fermement que les enfants étaient là, il voulait aller les aider. Je suis certain que cette personne-là ne se serait pas présentée à la pizzeria avec ses fusils pour essayer d'aider les jeunes, les enfants. Je suis certain que maintenant, vous voyez comment est-ce que c'est que la curiosité et de demander des questions appropriées peut changer une situation.
Mais il y a aussi un autre problème avec tout ça, avec toutes les théories de complot. Parce que l'histoire nous a montré au moins deux choses là-dessus. Premièrement, la grande majorité de ces théories-là, ou en tout cas ceux-là qui attirent le plus d'attention, sont ou complètement fausses, ou ne peuvent pas être prouvées. Paul McCartney n'est pas mort en 1966. La Terre n'est pas plate. Et oui, on a réellement été sur la Lune. Mais pour chacune de ces théories-là, qui ont été prouvées pas correctes, fausses ou qu'on ne peut pas vraiment prouver, il y a toujours celle-là du golfe du Tonkin, qui, ça, c'était vrai. Si vous voulez regarder ça, c'est Gulf, G-U-L-F, of O-F, Tonkin, T-O-N-K-I-N. Je vais encore, c'en est encore un autre, ça, que je pourrais passer un podcast complet là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain temps, on disait que c'était absolument impossible que le NSA des États-Unis pouvait nous espionner. En tout cas, avant, le fait que Edward Snowden nous montre de façon irréfutable que, ouais, le NSA espionne les gens. Vous, moi, les Américains, tout le monde. Et merci pour Internet. Maintenant, on a le pouvoir et la liberté de pouvoir explorer n'importe quelle théorie de complot qu'on aime. Excepté qu'on ne le fait pas. Plus maintenant. Parce que, une fois que les théories commencent à faire du sens pour quelqu'un, les personnes qui croient dans ces théories-là complètement sont victimes d'une confirmation biaisée. Et on est tous coupables de ce trait psychologique-là. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On regarde une situation et on cherche toujours à trouver qu'est-ce qui va confirmer notre croyance et non pas essayer de regarder la vérité. Donc, pour ceux qui... Et c'est encore plus important pour ceux qui ne font pas vraiment confiance aux autres. Donc, faut pas croire. J'aime ces choses, ces histoires-là, ces complots-là, les théories de complot. J'adore ça. En fait, je les connais, en tout cas, la grande majorité, je les connais. J'ai déjà fait des investigations sur plusieurs, et parce que j'adore ça. J'adore regarder là-dedans avec un esprit de conspirateur. Mais j'essaye de ne pas avoir de confirmation biaisée. Pas plus que j'essaie de regarder ça et de me dire que c'est 100% vrai ou faux, peu importe qu'est-ce que c'est qu'il y a entre les deux. L'idée, c'est que la plupart de ces théories-là sont basées sur un fait. Mais aussitôt qu'on regarde les théories en question et que c'est peut-être ou peut-être pas arrivé, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de rien. On ne voit pas de preuve de quoi que ce soit. Quand je commence à ne pas voir de preuve, j'enregistre la chose comme étant intéressante, plaisante peut-être à regarder, mais j'arrête là et je passe à un autre de ces histoires-là qui pourraient être intéressantes à avoir une investigation là-dessus. Donc, je me considère plus comme un enquêteur de ces
de ces théories de complot-là. Donc, je suis l'enquêteur des théories de complot. J'aime ça, ce terme-là. Enquêteur de théories de complot. Rappelez-vous, je vous l'avais entendu ici pour la première fois. Tout ceci pour dire, il faut continuer d'être curieux. Il faut continuer de demander des questions. Il faut continuer aussi à répondre aux questions. Quand on pose une question, il faut avoir une réponse. Ça évite d'avoir des idées, de faire partir l'esprit sur des idées impossibles. Et il ne faut surtout pas tirer de conclusions sur des opinions. Ça, c'est une des pires choses à faire. Il faut regarder pour les faits et il faut qu'on, après ça, prenne une décision à savoir est-ce qu'on croit que cet événement-là est vrai ou pas, ou n'importe quoi entre les deux. Donc, parce que c'est la seule façon de vraiment connaître la vérité sur une situation, à moins que vous avez été dedans et que vous l'avez vécu vous-même. Et c'est ça qui est la chose dans tout ça. Donc j'espère que j'ai été capable de démontrer la différence entre qu'est-ce que c'est théorie de complot, une personne qui fait des théories de complot, et une personne qui fait des investigations, des enquêtes sur les théories de complot. Ça ne veut pas dire parce qu'on aime ça, de regarder les théories de complot, qu'on va participer nécessairement à ces événements-là. Donc, je vous souhaite le plus d'amour possible et faites attention à vous autres. Et on se revoit dans un autre Discussion Friday podcast. À la prochaine.